Bienvenue pour cette dernière conférence. On va parler de réalité virtuelle. Et depuis 2 ans, même depuis quelques temps, on ne peut plus parler de développement du digital sans aborder l'évolution de la réalité virtuelle. L'année dernière, ici même, au SUSWeb, nous avions déjà dressé quelques contours de cette technologie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nouveaux défis qui attendent la réalité virtuelle. Et pour en parler, nous accueillons Pauline Augrain, qui est chef du service de la création numérique au CNC, le Centre national du cinéma, Gilles Fressigné, qui est directeur du développement du numérique pour Arte France, et Antoine Quérol, qui est fondateur et producteur d'Okio Studio, une société spécialisée dans la réalité virtuelle. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être à nos côtés. Alors je vous laisse la parole, Pauline Augrain, c'est vous qui allez lancer la discussion. Tout à fait. Exactement. Et pour justement introduire ce panel, en fait, on s'est dit qu'il fallait quand même faire une petite précision étymologique parce que nous, on baigne complètement dans la réalité virtuelle, on en parle en permanence, et je crois qu'on se comprend à peu près entre nous sur ce qu'on désigne par la VR. Mais en résumé, pour nous, la réalité virtuelle, ce sont des expériences immersives que l'on peut faire dans des casques de réalité virtuelle. Et on distingue couramment 2 formats. D'une part, la vidéo 360, que ce soit en prise de vue réelle ou en image de synthèse d'ailleurs, ou des applications plus immersives et plus interactives, non pas plus immersives, mais des mondes qui sont complètement restitués virtuellement dans lesquels on peut interagir avec des capteurs, avec des manettes ou avec le simple mouvement du regard, etc. Donc voilà, cette précision faite, vous ne me contredisez pas pour l'instant, tout va bien ? Ça reste de la VR pour moi aussi. Parfait. Après, on dira, mais ça sera plutôt à la fin, la différence qu'on peut faire avec la réalité augmentée, la réalité mixte, qui sont pour nous encore des perspectives, de l'ordre de la perspective prospective, on va dire, puisque aujourd'hui, en tout cas, les enjeux d'écriture et de production qui se posent concernent vraiment la réalité virtuelle, il me semble. Voilà. Alors, juste quelques mots du coup sur nos activités au CNC. Donc moi, je suis responsable de la création numérique au CNC. C'est un département qui soutient des œuvres qui ont en commun de s'inscrire dans un environnement numérique. Donc c'est assez large en fait. C'est à la fois le jeu vidéo d'une part, on soutient le jeu vidéo, on a une aide sélective, on a un crédit d'impôt jeu vidéo. On soutient également des œuvres d'art numérique. Alors c'est peut-être un peu rapide d'ailleurs de le dire comme ça, mais en tout cas des œuvres avec une écriture numérique spécifique, mais dans tous les champs de la création artistique, que ce soit le spectacle vivant, la danse, le théâtre, la musique ou les arts plastiques. Donc c'est beaucoup de projets aussi qui sont liés à l'art contemporain. Et puis, on a un autre fonds qui s'appelle le Fonds d'aide aux projets pour les nouveaux médias, qui est destiné à soutenir des œuvres audiovisuelles, donc plutôt des objets filmiques, narratifs, qui sont spécifiquement conçus pour les nouveaux écrans numériques connectés. C'est un fonds qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. Il a accompagné les débuts du web documentaire, il a accompagné beaucoup de projets aussi de web-séries, les écritures transmédia, beaucoup d'applications notamment, des choses qui sont en lien ou pas avec des films de long métrage ou des programmes antennes. Et puis, depuis maintenant 2 ans, c'est un fonds qui est particulièrement actif dans le domaine de la réalité virtuelle, même si vous l'avez compris, la VR traverse évidemment tous les champs disciplinaires dont on s'occupe au sein de mon département, bien sûr aussi le jeu vidéo, y compris les arts numériques, etc. Et donc pour vous donner juste quelques chiffres et vous donner l'ampleur du phénomène, en France en tout cas, on va dire qu'on accompagne nous la VR depuis fin 2014 et que depuis donc maintenant 2 ans, le CNC au global a investi plus de 2,5 millions euros dans une 60aine de projets en réalité virtuelle, dont 45 projets exactement, qui sont des projets plutôt de films, donc soutenus dans le cadre du Fonds Nouveaux Médias, qui au total a investi 1,5 million, rien que pour le Fonds Nouveaux Médias. Donc une bonne 40aine de projets différents. Donc c'est vraiment vous dire à quel point les écritures filmiques, narratives, donc quand même plutôt d'aspiration de culture cinématographique, sont extrêmement dynamiques dans le champ de la réalité virtuelle. Donc voilà, nous on se pose un certain nombre d'enjeux, puisque l'objet de cette table ronde, c'est quels sont les défis de la réalité virtuelle. Nous, il y a d'abord un défi, d'abord et avant tout, en tout cas c'est vraiment le cœur de notre activité à nous, les enjeux d'écriture, c'est-à-dire
que la réalité virtuelle, pour le coup, ouvre du coup un territoire d'expression qui est quand même complètement nouveau et qui est à la convergence de tas de choses, qui est vraiment par nature un format qui est extrêmement hybride. Et ça nous passionne de voir comment est-ce qu'autour de projets de VR, des créateurs qui viennent d'univers créatifs très différents, que ce soit des gens qui viennent du spectacle vivant, du cinéma, de la musique, voire de l'architecture. Je citais tout à l'heure un projet de jeu vidéo qui nous a été proposé par des architectes qui sont évidemment extrêmement à l'aise dans cette logique de spatialisation. Voilà, c'est vraiment cette hybridation-là et cette rencontre nous intéresse énormément. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de constater que l'AVR matérialise, et on y reviendra avec des exemples, la convergence que l'on ressent depuis plusieurs années entre le film, d'un côté le cinéma, et le jeu vidéo. Clairement, on est à la convergence des deux, à tel point qu'on s'interroge même sur comment peut-on aujourd'hui définir le jeu vidéo. En tout cas, moi, je considère qu'il y a un vrai enjeu institutionnel derrière ça, se servir de la réalité virtuelle pour convaincre qu'il est essentiel de développer notre politique de soutien public au profit du jeu vidéo et de la création interactive au sens large. Il y a aussi évidemment des enjeux technologiques. Alors pareil, au CNC, ça ne dépend pas de mon département, mais il y a des aides qui sont spécifiques pour ça, pour soutenir les technologies innovantes, l'emploi de technologies innovantes au sein d'une production, d'un projet en réalité virtuelle. Et puis il y a des enjeux, et puis ça c'est encore devant nous, qui sont clairement liés à la distribution et dont on va parler aussi aujourd'hui, qui est pour le coup un terrain encore un peu vierge, mais que nous on va essayer aussi de développer, d'accompagner, puisqu'on est relativement bon aujourd'hui sur toute la phase amont, sur vraiment le soutien à la création, à la production. En revanche, on considère encore assez mal la question de l'aval et des modalités de distribution de la réalité virtuelle et des autres œuvres interactives qui sont là aussi extrêmement spécifiques. Donc, je vais du coup laisser la parole à Gilles et à Antoine, que je connais bien depuis longtemps, depuis avant l'ère de la réalité virtuelle, ce qui est quelque chose d'important aussi de souligner, parce que j'ai l'impression que tout le travail que nous avons fait pendant une petite dizaine d'années sur les nouvelles écritures audiovisuelles transmédia, pour le dire au sens large, prend vraiment tout son sens aujourd'hui avec la VR et nous a permis en tout cas d'être particulièrement réactifs quand la réalité virtuelle est apparue. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup d'étonnement, enfin non pas d'étonnement, mais en tout cas on s'est aperçu lorsque la VR a émergé, donc encore une fois fin 2014, début 2015, que beaucoup de producteurs venus de l'univers du transmédia, beaucoup aussi de producteurs qui en France sont réunis au sein d'une association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle PXN, les producteurs d'expériences numériques, eh bien ceux-là se sont emparés de la réalité virtuelle avec beaucoup de réactivité et une grande maturité artistique, comme s'il y avait un peu une évidence, comme si la découverte de cette nouvelle technologie et de ce nouvel usage enfin répondait à tous les besoins qu'on a pu faire émerger pendant les années précédentes, qui correspondaient du coup à cette exploration de nouvelles écritures, où déjà la question de l'interaction, de la place du spectateur se posait, où déjà la question de l'immersion se posait, et là tout d'un coup enfin arrive cette technologie non interfacée, on est complètement dans le film, où on se dit enfin voilà, c'est possible, et du coup je pense que tout ce travail-là nous a permis d'acquérir une vraie expertise sur le plan artistique et sur le plan technologique et sur aussi les modalités de production et de distribution qui ont permis en tout cas à beaucoup de producteurs français de immédiatement très bien se positionner sur le territoire de la VR, et de fait il y a une reconnaissance internationale qui est assez importante qu'on ne peut pas nier. Gilles, à toi. À moi. Vas-y, Antoine. Je voulais juste dire un tout petit mot pour rebondir sur ce que tu dis, sur cette convergence entre les deux. Là, je reviens de la messe annuelle de Oculus, qui est le MAS racheté par Facebook. Et il y a eu quelque chose de très fort pour nous, producteurs de... On ne sait pas comment ça s'appelle, donc on appelle ça des expériences. C'est un peu le mot fourre-tout pour l'instant. Et Oculus donc, a investi l'année dernière 250 millions dans le jeu vidéo. Ils ont annoncé cette année qu'ils renouvelaient les 250 millions, mais cette fois avec 125 millions pour le jeu vidéo et 125 millions pour des expériences. Donc je pense que ce truc, on ne sait pas bien ce que c'est, comment ça s'appelle, et on est en train d'en dessiner les contours, nous et plein d'autres. Voilà, aujourd'hui ça existe, c'est reconnu, il y a un financement qui va être possible. Beaucoup de gens ont dit la réalité virtuelle ça va être que pour le jeu vidéo, que pour le jeu vidéo, que pour le jeu vidéo. Nous, ça fait un moment qu'on en est convaincus, et plein d'autres, qu'il y a cette place pour ces nouvelles formes hybrides de on est entre le jeu et le cinéma, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Et voilà, c'est un signal très fort. Donc
c'est très positif, donc il n'y aura pas que des jeux vidéo en réalité virtuelle. En fait, nous, on va essayer aussi de continuer la discussion sur le thème des enjeux à travers quelques exemples et essayer de voir en quoi ces types de projets que vous allez voir poser à un moment un enjeu d'écriture, un enjeu de distribution, un enjeu même de réception du public et les dérouler comme ça. En courte introduction pour voir d'où on parle et d'où je parle. En fait, je m'occupe donc du développement numérique d'Arte France. Vous connaissez Arte, la chaîne franco-allemande, européenne, qui a pour vocation de véhiculer la culture et de justement véhiculer cette culture pour rapprocher les peuples, décrypter le monde dans lequel on vit. Arte est aussi connu pour son travail sur les nouvelles écritures, avec sa mission d'innovation et de création originale sur le numérique. Et c'est une des deux missions de mon unité. Une partie de la mission de cette unité est d'enrichir les programmes de l'antenne pour les rendre accessibles sur le numérique. Et vous allez voir que certains projets de réalité virtuelle permettent de tirer des fils ou de continuer des fils narratifs sur des offres interactives et immersives. Et le deuxième volet de l'activité consiste à créer des programmes spécifiquement pensés pour les supports numériques, les supports connectés, avec une palette très très large. On a été historiquement connu pour les documentaires interactifs, ça fait plus de 10 ans qu'Arte en fait. Ensuite, la fiction, qu'elle soit interactive ou linéaire, le jeu vidéo aussi. Et naturellement, on est arrivé à la réalité virtuelle depuis 2014. En fait, on a été un des premiers à proposer, Arte a été une des premières chaînes à proposer une offre de réalité virtuelle autour d'un documentaire antenne qui s'appelle Polarcy, qui proposait une exploration du cercle polaire arctique et qui complétait cette exploration-là à travers des vidéos pour casque de réalité virtuelle, dans cette logique, qui est notre logique depuis quelques années déjà, de média global. On ne se vit plus comme une chaîne qui va se décliner sur d'autres médias, mais on se vit vraiment comme un média global qui a différents supports ou différents canaux pour proposer des offres narratives, des offres qui soit de fiction, soit des offres qui décryptent le monde dans lequel on vit. Et on essaie à chaque fois de penser le bon format ou la bonne forme pour le différent support sur lequel on va aller. Donc on va regarder peut-être un premier exemple qu'Antoine va vous décrire assez vite. Justement, après cette première expérience de Polarcy en 2014, et puis en parallèle même de cette expérience-là, puisque on développe plusieurs projets en parallèle, vous en doutez, on s'est posé la question au sein de notre unité, dont la mission est justement d'innover, d'imaginer des nouvelles formes d'écriture, de ce qu'il était possible d'être fait autour de la réalité virtuelle. On avait testé les casques, on trouvait qu'il y avait quelque chose d'intéressant à tester. Et pour nous, l'enjeu principal, pour le coup, c'était un enjeu d'écriture. En quoi la réalité virtuelle apportait quelque chose de différent en termes d'écriture audiovisuelle, en documentaire, en fiction, en jeu vidéo, mais en quoi c'était spécifique et en quoi on pouvait raconter une histoire différente. Et il se trouve que le timing a plutôt bien joué dans le sens où nous préparions à l'époque, nous c'était en 2015, début 2015, fin 2014, si je me souviens bien, un temps fort autour de Philip K. Dick, donc cet auteur de science-fiction américain que vous connaissez sûrement. Et ce temps fort consistait en un projet qui est assez typique d'Arte, justement, ce média global, qui était d'une part un documentaire pour l'antenne, donc une biographie de l'auteur, et d'autre part un jeu vidéo qui s'appelle Californium, qui nous plonge dans l'univers de Philip K. Dick et qui nous montre un peu, à travers un jeu vidéo d'exploration, un jeu vidéo pour PC classique, qui nous montre un petit peu les mondes de Philip K. Dick, cette fameuse théorie des mondes parallèles, où quand on gratte derrière le monde que l'on voit aujourd'hui, en fait, il y a d'autres choses qui se cachent, etc. Et il se trouve qu'Antoine est venu nous proposer un projet de fiction pour casque de réalité virtuelle autour de Philip K. Dick. Et on s'est dit, il faut le faire parce que ça arrive complètement au bon moment. Ça prouve qu'on va pouvoir raconter une histoire autour d'une thématique qui est la science-fiction et Philip K. Dick de façon très riche et variée à travers un doc, le jeu vidéo et en plus une expérience pour casque de réalité virtuelle. Et là, je vais céder la parole à Antoine qui va vous expliquer comment il a réussi à le produire très rapidement puisqu'il fallait évidemment sortir tout en même temps. Moi j'ai dit oui, pas de souci, et puis après c'était parti. C'était compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui on parle des nouveaux défis de la réalité virtuelle et on va en parler bientôt. Mais donc là on se situe il y a 2 ans et donc moi déjà je me posais la même question. Quels sont les nouveaux défis de la réalité virtuelle pour moi il y a 2 ans?
Et donc ce film, donc Philippe Cadic, on nous met à la place de la tête d'un androïde, la tête de l'androïde de Philippe Cadic, qui va petit à petit s'imaginer lui-même être Philippe Cadic et faire ses digressions entre l'humain qu'il rêve d'être et l'intelligence artificielle qu'il est. Et donc j'ai eu la chance de sauter sur le bon timing à ce moment-là. Et surtout, ce qui était bien à l'époque, c'est que ça l'est encore aujourd'hui, mais aujourd'hui on va plus loin, on défriche et les nouveaux défis sont encore plus innovants, encore plus waouh. Mais à l'époque, ça correspondrait très très bien, ce film, à ce qu'on pouvait faire en réalité virtuelle. C'est-à-dire la réalité virtuelle, c'est assez récent, on s'est tous un peu fait surprendre par ce petit gamin qui a créé il n'a pas créé la réalité virtuelle, mais il a créé le fait qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Et donc le mouvement était compliqué, le fait de ne pas interpréter un POV, de ne pas interpréter une personne, on se demandait si ça marchait ou pas. Aujourd'hui, on va plus loin, on teste d'autres choses, mais à l'époque, c'était parfait, ça coïncidait parfaitement. C'est-à-dire cet androïde, c'est une tête qui n'a pas de corps, donc le point de vue de la caméra qui ne bouge pas était justifié pour nous. Et le deuxième truc, c'était cette notion de justifier le point de vue. C'est-à-dire, on a vu les années précédentes en réalité virtuelle, beaucoup de films où c'est quelqu'un dans une tête de robot, quelqu'un dans le coma, quelqu'un assis sur un fauteuil roulant, parce que c'était les premiers essais de réalité virtuelle, et je suis ravi de l'avoir fait, c'était trop bien et tout, mais on va essayer de pousser dans les années qui suivent, parce que si on fait que des films sur des têtes de robots, des gens dans le coma ou des gens sur des fauteuils roulants, on va pas aller très loin quand même. Surtout que maintenant, je suis persuadé qu'on peut aller plus loin maintenant, mais à l'époque, c'était l'idée que voulait faire le réalisateur. Lui, il l'a fait juste parce qu'il voulait raconter cette idée. Il se trouve que c'était en adéquation parfaite avec ce premier terrain de défrichage qu'on a fait ensemble il y a 2 ans. Et c'est aussi grâce à ce film, notamment, que je suis là aujourd'hui et que j'ai la chance de pouvoir en parler, un peu comme si je savais, parce que finalement, personne ne sait vraiment grand-chose. Donc voilà, on a fait ce film ensemble, on a défriché pas mal de choses, et suite à ces premières expériences qu'on a faites, on va de plus en plus loin maintenant, et on va pouvoir se poser de nouvelles questions, qu'on va poser après. Je vais vous mettre un petit exemple rapidement, comme ça je vais parler pendant que ça se joue. Voilà, donc c'est une histoire vraie, en fait, cette tête de robot. Voilà, Philippe Cadic est mort en 82, et des androïdes ont vraiment recréé la tête de Philippe Cadic en 2005, avec une vraie matrice d'intelligence artificielle. Donc ça existait, et donc le réal voulait raconter cette histoire depuis longtemps. Le problème, c'est qu'il avait abandonné l'idée de faire ce film parce qu'il pensait qu'on manquerait d'empathie pour une tête de robot. C'est-à-dire, si pendant un film entier, on observait une tête de robot pleine de câbles, à parler un peu comme un bugant, il s'était dit, c'est quelque chose qui ne va pas être très intéressant, donc il avait mis le projet de côté. Et après avoir découvert la réalité virtuelle, il s'est tout de suite dit, c'est ça le film qu'on va faire, on va reprendre l'idée que j'avais eue il y a quelques années, qui ne marchait pas dans une narration classique, et cette fois, on va être à la place de l'androïde pour renforcer l'empathie, essayer de faire comprendre ce que peut ressentir un androïde qui s'imagine humain. Donc voilà, on a eu la chance de faire ce projet ensemble, mais ce n'était pas le seul projet d'Arte. Donc oui, pour revenir sur les enjeux, là, la question qui s'est posée pour nous, l'enjeu c'était sur iPhilippe, de justifier le fait qu'une chaîne de télé fait de la réalité virtuelle. Ça se justifie assez facilement pour Arte puisqu'on est dans une logique de création innovante et de média global. En plus, ça colle avec une façon de raconter l'histoire, comme je l'ai dit sur Philippe Cadic, de façon 360 justement, en télé, sur le jeu vidéo, en réalité virtuelle. Donc l'enjeu vraiment d'écriture était présent. Un autre enjeu quand on est un éditeur de chaîne, c'est forcément l'enjeu de la distribution et de savoir comment on rend accessibles nos projets. Donc là, si on voit l'exemple suivant, c'est un exemple à la fois d'un reportage. Donc là, c'est en partenariat avec Frontline aux États-Unis, un reportage sur le Sud-Soudan et le délitement de l'État qui engendre guerre civile et misère. Mais en termes de distribution, ça a été pour nous aussi un enjeu de tester la distribution, notamment sur Facebook, en vidéo 360, et de voir comment on peut être accessible sur ces différents supports. Donc en plus de l'enjeu d'écriture, évidemment, de poser la question sur une matière documentaire ou un reportage, de la possibilité de faire du 360, en essayant d'évacuer un petit peu les lieux communs en termes d'écriture, de se dire, le classique qui est, quand on fait de la réalité virtuelle pour la première fois, c'est de se dire, puisque c'est une caméra à 360, c'est l'effet caméra de surveillance, il n'y a pas de point de vue, on peut voir partout, donc en fait on est soi-même le réalisateur. Évidemment ce n'est pas le cas, évidemment le réalisateur a choisi le sujet, l'angle, la façon dont il a posé la caméra, le moment où il a choisi, où il a posé, etc. Donc ça pose aussi des questions sur le point de vue et la narration. Ça c'était un axe intéressant en matière documentaire et sur ce type de sujet-là. Essayer d'apprendre énormément aussi sur ce que cela peut
avoir en termes d'écriture. Ça, c'est assez important sur ce projet. Et on a essayé aussi d'étudier sur ce projet-là la notion d'impact que peut avoir la réalité virtuelle, la vidéo à 360 sur le public, à la fois donc sur le public et puis aussi sur la façon de travailler la matière journalistique. Donc, si vous allez sur le site d'Arte, sur la page Urgence Sud-Soudan, vous allez voir énormément de rapports, puisque ça a été fait en lien aussi avec différentes universités et écoles de journalisme aux États-Unis, sur l'écriture journalistique à l'ère de l'écriture immersive et à l'heure du 360. Donc pour nous, il y avait un enjeu sur le coût d'écriture documentaire et d'impact un peu sur un public. Après, en termes d'écriture également, là, ce qui est intéressant sur ce projet, c'est un peu le pendant pôle sud de Polarcy qui était au pôle nord. Là, c'est Expédition Antarctica, qui est une opération qui a été menée l'année passée. C'est l'équipe de Luc Jacquet qui avait fait il y a 10 ans la marche de l'Empereur, qui retourne 10 ans après en Antarctique pour voir justement l'effet du réchauffement climatique. Et donc là, comme pour Philippe Cadic, d'un point de vue fiction, ou comme pour Polarcy d'un point de vue documentaire, l'idée était de voir comment un média peut s'emparer d'un sujet et d'images assez bluffantes aussi. Si tu lances la vidéo, on peut la regarder sans forcément mettre le son, d'images assez bluffantes, comment on pouvait rendre compte de cette expédition et de ce lieu de façon très immersive. Donc évidemment, il y aura un documentaire qui sera diffusé à l'antenne d'Arte en rend compte. Donc on suit l'équipe de Luc Jacquet, Laurent Balesta qui est photographe et Vincent Munier qui est également photographe, rendre compte de l'évolution de ces 10 dernières années sur ce lieu-là, qui est assez dingue puisqu'on y va très rarement, il y a très peu de gens qui peuvent aller sur place. Et puis la réalité virtuelle, alors pour le coup on est plutôt sur de la vidéo 360 pour être très précis, nous permet de nous replonger en fait dans le lieu et de un peu mieux sentir peut-être ce qu'ont pu vivre les personnes qui ont participé à cette expédition. Donc ça, c'est encore une fois un enjeu d'écriture et va se poser, parce que ce projet n'est pas encore en ligne, l'enjeu de distribution pour nous en tant que chaîne de télé et médias audiovisuels, de savoir comment le public peut avoir accès à ce programme-là et comment lui rendre le parcours utilisateur en fait assez simple et compréhensible. On va en revenir tout à l'heure sur le fait qu'on a synthétisé l'ensemble de nos projets, rassemblé l'ensemble de nos projets sur une application qui s'appelle Arte 360 pour être plus lisible, plus accessible. Nous sommes dans une logique aussi d'hyper-distribution de nos projets, donc essayer de rendre nos projets 360 accessibles sur évidemment iOS, Android, mais aussi sur le player Facebook, sur le player YouTube. On a un player Arte qui est un player 360 aussi, donc on essaie d'être le plus largement accessible. Donc ça, c'est sur la partie, on va dire, amont, l'écriture audiovisuelle sur le documentaire, et la partie aval sur la réception, la distribution plutôt, et la réception des projets. Et ensuite, on va passer au projet suivant qui repose aussi la question de la cohérence entre un projet de télévision et un projet de documentaire de télévision, ainsi qu'une vision immersive sur un sujet particulièrement sensible, qui est un projet qui s'appelle Notes on Blindness, qui est un projet qu'on appelle bimédia, transmédia, peu importe, mais en tout cas qui repose sur 2 volets, et maintenant 3, je vous dirai lequel tout de suite après. Le premier volet, c'est le documentaire télé, et un documentaire qui passe sur l'antenne d'Arte dans quelques jours. Le deuxième, c'est une offre de documentaire pour casque de réalité virtuelle. Et le troisième, qui est arrivé tout récemment, c'est un court-métrage autour de ce sujet-là. Les 2 premiers projets sont les projets principaux. Il s'agit de relater l'histoire d'une personne qui s'appelle John Hull, qui est devenu petit à petit aveugle et qui a lui-même documenté son passage à la cécité à travers des journaux audio. Donc il s'enregistrait régulièrement et il témoignait des sensations, des émotions qu'il ressentait petit à petit pendant son passage à la cécité. L'équipe qui a produit le projet Agathe Film en France
et Archer's Mark, une société de production anglaise, donc c'est une coproduction internationale. C'est particulièrement important pour nous, Arte, médias européens, de aussi suivre des coproductions internationales et d'en susciter. L'équipe a tout de suite eu l'idée d'imaginer un documentaire télé qui relate la vie et une partie de la vie de John Hull à travers le témoignage audio de John Hull. Donc tout ce que l'on dans le documentaire, c'est issu des carnets audio et des journaux audio de John Hull. Et dans la mesure où on avait une matière sensible très forte et très inédite, les auteurs, les réalisateurs, les producteurs se sont posés la question d'un volet interactif, d'un volet numérique. Au départ, c'était avant qu'on lance des projets de réalité virtuelle, donc il y a quelques années, la question était presque de faire un web documentaire audio, puisque ça s'adaptait tout à fait. Et en fait, quand sont arrivés les premiers casques, cette technologie, l'équipe de production, Arnaud Collinard en l'occurrence, s'est dit que ça paraissait tout à fait pertinent, cohérent de proposer cette expérience en immersion dans un casque de réalité virtuelle. Et du coup, on vous montre la bande-annonce, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble. Moi, à titre perso, c'est mon projet préféré en VR. Donc je vous le recommande. Il est gratuit en plus. Et dans les casques Samsung Gear qui sont disponibles au 3e étage. Je suis avec les enfants, j'entends les pas des promeneurs devant moi, sur l'allée. J'entends le froissement du journal que quelqu'un lit sur le banc voisin. Et cette myriade de voix et de sons venant de toutes parts dessine des paysages musicaux qui m'absorbent. Là où il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de son. Et alors, cette partie du monde meurt. La première fois que j'ai eu une crise de panique à cause de la cécité, c'était durant un après-midi sombre de décembre. Les prévisions météo annonçaient de la neige. J'avais soudain l'impression de traverser le néant. Un néant incroyablement froid et silencieux. Quand on s'enfonce dans la cécité, les choses qu'on avait tenues pour acquises finissent par ne plus avoir d'importance. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu cette expérience, je vous encourage à la voir, puisque évidemment la bande-annonce n'en donne qu'une petite réalité présentation. Alors peut-être juste pour comprendre, vous avez dit que c'est votre projet préféré. Pour quelle raison? Dans la narration, dans l'expérience de réalité virtuelle, pour qu'on comprenne bien. Je pense qu'il y a touche là-dedans, parce qu'il y a y a un côté émotionnel. Ah, c'est exactement ce que j'ai répondu. En fait, pour moi, c'est une nouvelle façon de donner des nouvelles émotions, la réalité virtuelle. Et j'ai beaucoup vibré, rien que là, pendant le trailer, j'avais encore un chair de poule, alors que je l'ai vu 10 fois, le projet. Donc ça m'a beaucoup touché. Et là, vraiment, c'est très personnel. Je pense que la réalité virtuelle, c'est beaucoup mieux quand ça traduit quelque chose qu'on ne peut pas vivre. C'est très bien de faire une expérience de voyage qui va me permettre de visiter les Maldives. Et il faut qu'il y en ait, c'est super. Mais pour moi, ce qui me touche le plus, c'est quand ça va me faire vivre quelque chose que je ne pourrais pas vivre. Enfin ça, si je deviens aveugle, je pourrais peut-être le vivre. Mais a priori, si tout se passe bien, c'est quelque chose que je risque de ne jamais vivre de ma vie. Et ça m'a permis de me mettre dans la peau de ces personnes et d'imaginer ce que ça pouvait être. Et c'est très fort. Et émotionnellement, j'ai eu plein de sensations. Et j'ai même peut-être pas compris, mais ressenti à des moments. Quand il parle de cette scène, cette scène de panique, c'est très fort. On s'imagine, on s'y croit et on le vit vraiment. Donc moi, pour l'instant, il y a très peu de belles expériences que j'ai pu faire en réalité virtuelle. Et c'est de loin ma préférée. C'est relativement intriguant. Je ne l'ai pas vu, mais parce que c'est peut-être un projet où l'image n'est pas forcément trop mise en avant. Et ça, c'est peut-être paradoxal. On a aussi entendu le son, il y a quelque chose d'immersif avec le son.
Mais c'est ce que disait Gilles, au début le projet devait être, je parle pour le producteur mais je le connais, il Ouais. m'en voudra pas, c'était un projet typiquement Vraiment audio. sonore et tout noir à l'image. Donc ça aurait peut-être été moins facile à distribuer. Mais... Justement, pour rebondir là-dessus, donc deux éléments. Un, la cohérence du fond et de la forme. C'est ce qui nous, en fait, c'est la question qu'on se pose quand on travaille sur le numérique et qu'on fait de la production audiovisuelle ou qu'on diffuse ces projets. C'est que sur le numérique, on peut tout faire. On peut faire à la fois de l'image fixe, comme on peut faire des choses hyper interactives avec plein d'interactions partout. Donc, comme tout est possible, à chaque fois, on se dit, mais est-ce bien justifié de faire des clics partout pour raconter une histoire simple ? Ou est-ce bien justifié d'avoir qu'une image fixe pour raconter quelque chose de compliqué? Donc là, pour le coup, il y a une vraie cohérence entre le fond et la forme, et je trouve très pertinent ce que dit Antoine, c'est qu'en effet, avec cette expérience-là en réalité virtuelle, on ressent des émotions que l'on ne ressentira pas forcément en voyant le documentaire, ou même n'importe quel documentaire sur le sujet. Et l'autre sujet, c'est ce que vous disiez sur le son, et c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé au tout début, parce que c'est peut-être devenu presque évident pour nous et qu'on ne le met pas en avant comme ça. En fait, ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle en termes d'enjeu, c'est que le parent pauvre, enfin, de l'audiovisuel, donc audiovisuel, le parent pauvre qui est le son, puisque quand on regarde la télé, on s'en fiche du son, il est toujours écrasé, il est malmené, et il est très peu intéressant. En fait, en réalité virtuelle, il devient central. C'est le son qui nous fait tourner la tête à un endroit, c'est le son qui nous fait réagir, c'est le son qui peut générer aussi des émotions. Et en fait, on retrouve finalement, on remarche sur nos deux pieds, c'est-à-dire audiovisuel grâce à la réalité virtuelle aussi. Donc ça, c'est aussi un enjeu en termes d'écriture. Donc voilà, sur Notes on Blindness, l'aspect intéressant, c'était à la fois encore, comme Philippe a dit, qu'une offre globale, un média global qui réfléchit aux différents écrans sur lesquels il est disponible et aux différents publics qu'il peut avoir sur ces différents écrans pour lui proposer une offre adaptée et essayer de traiter des sujets sensibles de façon sensible et une cohérence entre le fond et la forme. Juste une question pour toi. La version anglaise est disponible au moins sur le Samsung Store depuis le mois de juin, je crois, ou début juillet. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que tu es autorisé à communiquer sur des chiffres? Mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà constater que le projet est un succès? Et selon quels critères? On a quelques chiffres qu'on garde pour nous pour l'instant, parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait consolidés. Mais ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, l'offre de projets en réalité virtuelle, elle se chiffre en centaines de projets, je pense, peut-être pas en milliers, mais donc du coup, il y a une offre limitée, une offre de qualité limitée, et dès lors qu'on est identifié par les équipes éditoriales d'Oculus ou de Samsung, on sait que la mise en avant sur les stores permet d'être énormément visible et d'assurer un bon succès au projet. Et il se trouve que Oculus a vraiment apprécié le projet et l'a mentionné dans énormément de présentations, dont la grande messe Oculus Connect qui a eu lieu il y a quelques jours. Et c'était le projet européen mis en avant, et donc on est particulièrement fiers, et aussi pour les auteurs et les producteurs, que ce projet ait été mis en avant. Donc il n'y a pas de souci sur le fait de se dire que ça sera un succès. Il sort demain en Europe sur les casques. Et déjà, le succès a été critique d'une certaine façon. C'est ce projet double, documentaire et réalité virtuelle, qui a été sélectionné à Sundance au mois de janvier en 2016. C'est ce projet qui a gagné à Tribeca, à Storyscape. Ce projet a gagné à Sheffield aussi. Enfin, si vous suivez un petit peu les différents événements et festivals autour du documentaire et de la production audiovisuelle, vous voyez que ce sont des dates importantes et des prix assez importants. D'un point de vue qualitatif, il est reconnu. D'un point de vue distribution grand public, il le sera, parce qu'on sait que les équipes qui sont aux manettes des mises en avant sur les différents stores ont vraiment apprécié le projet. Et là, tu me fais un parallèle sur un des vrais nouveaux défis pour moi en tant que producteur de la réalité virtuelle. Moi, je connais les stats, ça a cassé la baraque. Je sais que vous ne pouvez pas les dire encore, et ça n'enlève rien au fait que ça aurait dû, dans tous les cas, casser la baraque. Mais ça a aussi été le cas parce que c'était gratuit. On a aujourd'hui, c'est vraiment un défi à relever tous ensemble, c'est comment maintenant faire monétiser le contenu en réalité virtuelle. Comment faire en sorte que dans 3 ans, on ait les mêmes stats avec un contenu à 2 ou 3 euros. Et aujourd'hui, on voit ça de la part des stores. On va en parler plus tard. Après, on a prévu une petite slide de distribution. Ils sont très enclins à distribuer gratuitement parce que c'est nouveau pour eux, c'est nouveau pour tout le monde. Eux, ils doivent se faire une audience. Ils sont plusieurs marques, se faire un peu la guerre.
à être en compétition. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas rentrer dans une logique de faire payer ce qui est du non-gaming. Donc voilà, il y a aussi un côté où il va falloir qu'on lutte un peu. Et je pense que ça va s'ouvrir, rien qu'avec le fait que déjà maintenant, ils vont financer du contenu non purement gaming. Mais encore une fois, là j'en parlais, moi si j'accepte les financements potentiels qu'on me donne, le contenu doit être gratuit en échange. Je ne peux pas le faire payer. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est très important et c'est une évolution qu'il va falloir qu'on regarde de près, parce que sinon, comment moi je vais gagner ma vie plus tard, ça va être très compliqué si tous les contenus restent gratuits à vie. Et c'est même pas sain pour une entreprise. Donc on en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, je veux dire que ça reste pour moi un des défis majeurs, comment monétiser ce contenu et comment le rendre payant. J'ajoute juste pour terminer sur l'exemple de Notes on Blindness qu'il semblerait, d'après ce que je sais, que d'un point de vue strictement financier, le succès de la reconnaissance qu'a eu l'expérience en réalité virtuelle, la notoriété très forte qu'elle a pu acquérir, a en réalité bénéficié au film de long métrage qui est distribué en salle sur les autres territoires, hors France et hors Allemagne, puisque du coup ça a vraiment servi d'une certaine manière un peu de faire valoir au film dans toute l'activité de distribution internationale qui est cette fois-ci bien cadrée, enfin voilà, de long métrage classique. Donc ce qui est un côté positif qui devrait quand même aussi un petit peu alerter les producteurs et les distributeurs de cinéma, voir comment est-ce qu'on peut aller bien au-delà des stratégies marketing classiques et avoir une vraie ambition artistique, narrative, ce que l'on dit depuis longtemps hein, dans l'univers du transmédia en lien avec des longs métrages, mais ce qui par ailleurs effectivement pose aussi quand même la question de la rentabilité de l'œuvre VR en propre, quoi. Mais n'est-ce pas utopique quelque part, vu qu'aujourd'hui on n'aime pas ou on ne veut pas payer pour consommer sur les réseaux sociaux, ou sur le digital tout simplement, avec la réalité virtuelle où on est encore en train d'explorer. Est-ce que c'est pas utopique justement? Encore une fois, en Europe, on ne veut pas payer pour les contenus digitaux. Je veux dire, on a pris un mauvais tournant sur la production originale. Un problème culturel contenu. alors. Non, un problème de, je pense qu'on n'a peut-être pas pris l'espace très vite. Je veux dire, aux États-Unis, on paye pour du contenu digital. On s'abonne à des pure players digitaux qui diffusent des séries originales, des séries créées pour le digital, et les gens ont ce réflexe de payer. Et cette fois, j'ai l'impression que l'Europe n'a pas pris ce mauvais tournant. On est très actifs en réalité virtuelle. Nous, les Anglais, les Allemands, les Suisses, avec iPlab notamment. Il y a quelques boîtes en Suisse qui font ça très bien. Et j'espère que là, vu qu'on a pris ce tournant très tôt, on va pouvoir influencer et rentrer dans cette logique de vente, de merchandisation des trucs. Et c'est essentiel, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec que des contenus américains. J'espère que c'est pas utopique, non? Donc un des enjeux, c'est le modèle économique, évidemment, et puis le mode de financement. Là, on est dans un mode de financement très lié aux subventions publiques, d'une certaine façon, entre le CNC d'un côté, des médias publics comme Arte ou France Télévisions de l'autre. Évidemment, les producteurs font le maximum pour arriver à compléter ces financements par des deals dans d'autres pays, par des associations avec les fabricants de casques et les stores. Mais du coup, cette question de la monétisation se pose vraiment. Et ce qui est intéressant, justement, pour revenir à ce que disait Pauline au tout début sur le lien en termes d'écriture entre la production audiovisuelle, la production interactive et le jeu vidéo, c'est que ça pose aussi la même question d'un point de vue distribution. Et ça me fait une super transition pour le prochain projet dont je vais vous parler, qui s'appelle Sens, qui est en fait un jeu pour casque de réalité virtuelle, donc un jeu vidéo pour casque de réalité virtuelle. Donc là, on a cumulé un peu tous les avantages ou toutes les difficultés, puisque on est sur un jeu vidéo qui sera en freemium, donc à moitié gratuit, à moitié payant. Donc ça amène des complexités en termes de distribution, mais en même temps, ça permet de tester des modèles économiques, de les valider ou de les invalider. On est sur un projet justement en termes d'écriture qui vient à la croisée des différentes narrations. Donc c'est un projet mené par l'équipe de Red Corner, le producteur Red Corner, qui est un producteur spécialisé dans toutes les productions numériques. Et surtout en termes de croisée d'écriture, en fait, c'est un projet qui est issu au départ d'une bande dessinée, qui est un roman graphique comme bande dessinée, puisqu'il n'y a pas de texte. Dont le but de cette bande dessinée, en fait, c'est suivre le parcours d'un personnage masculin, d'un homme que vous voyez là, au milieu de flèches. Et il va trouver petit à petit le sens de quelque chose, de la vie peut-être. Il faut questionner l'auteur pour en savoir un peu plus. Et donc l'idée, ça a été d'adapter donc une première écriture, donc littéraire, en tout cas graphique, pour un projet digital, numérique, donc pour un projet interactif, en jeu vidéo, pour un casque de réalité virtuelle. Donc là, en termes d'enjeux d'écriture, ça a été assez... je pense qu'on a coché toutes les cases. Et en plus, c'est un jeu
jeu freemium, donc on pose une complexité supplémentaire sur la partie distribution. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est justement cet aspect-là. C'est l'enjeu de faire travailler des équipes différentes ensemble, de faire venir un auteur de bande dessinée, travailler avec un game designer, associé à un producteur spécialisé dans le numérique, avec une chaîne de télévision dont le métier est d'innover sur les écritures, de rendre accessibles des objets de culture ou la culture au sens large. Et c'est là où notre mission se justifie. Et en plus, on propose une œuvre de qualité qui est très agréable à faire. On y joue de façon très agréable. C'est un vrai jeu vidéo aussi. Et on rend accessible finalement cette œuvre à un public plus large. Donc là, l'enjeu, c'est l'écriture et aussi évidemment la distribution, puisque quand je vous parle de jeu freemium, ça veut dire qu'il faut le rendre assez accessible et largement accessible pour que certains qui ont téléchargé le jeu fassent la démarche d'en plus payer pour avoir un niveau suivant. Donc il faut que ce soit distribué largement. Ça pose des questions d'édition, de promotion de ce jeu en termes marketing et aussi d'accessibilité sur les différents stores. On n'a pas pu, sur ce programme-là, on ne peut pas se limiter, et même sur les autres, on ne peut pas se limiter uniquement à une distribution sur le casque Oculus et sur le store Gear VR. On le rend accessible aussi sur iOS et sur Android dans une version à 360 degrés qui s'appelle Magic Window pour ceux qui s'intéressent au sujet, et qui nous permet en fait de nous adresser à un public beaucoup plus large que les quelques centaines de milliers qui ont acheté le casque en France. On s'adresse à l'ensemble des possesseurs d'iPhone et d'Android. Donc voilà, des vraies questions aussi d'enjeux de distribution qui se sont posées sur ce projet-là. Sur l'écriture, nous évidemment on était absolument ravis que ce projet aille aussi loin justement dans cette logique d'hybridation, de décloisonnement que l'on promeut depuis des années. Et juste pour l'anecdote, c'est un projet qui a été aidé chez nous de deux manières. D'une part, il a été soutenu en développement par la commission du DICREAM qui soutient des projets donc plutôt dans le champ de l'art contemporain, qui est en association par ailleurs avec le Centre national du livre. Donc pour nous, c'était un parfait exemple de ce qu'on peut faire en matière d'écriture numérique innovante, avec au départ un ancrage littéraire quand même, puisque Marc-Antoine Mathieu, l'auteur de la bande dessinée, a quand même très activement participé au projet en réalité virtuelle. Et ensuite, le projet a été soutenu au Fonds d'aide aux jeux vidéo, ce qui était aussi une autre ouverture quand même pour les membres de cette commission qui sont habitués à des projets qui sont la plupart du temps du jeu vidéo stricto sensu. Et là, on arrive avec quelque chose qui est quand même un ovni, où on peut dire du jeu vidéo expérimental, voilà, mais qui n'a pas posé aucune difficulté en fait, et qui montre à quel point la vertu de la réalité virtuelle, c'est ça, c'est faire bouger les lignes en fait. Faire bouger les lignes et encore une fois se rencontrer des personnes qui autrement n'auraient jamais eu l'idée de travailler ensemble. Et cette rencontre-là, je pense qu'elle est bénéfique pour tous les champs de la création, y compris lorsque ensuite un scénariste ou un réalisateur travaillera sur un long métrage classique, flat comme on dit, ou y compris pour cette odeur de bande dessinée qui repensera peut-être à cette expérience et à ce qu'il a pu apprendre par le biais de cette expérience lorsqu'il écrira sa prochaine bande dessinée. Donc c'est effectivement voilà, dans cette logique-là aussi, pour le coup, de laboratoire et d'expérimentation pure que l'on travaille. Et même si ces œuvres-là seront très vraisemblablement difficiles à voir, difficilement accessibles dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, enfin, voilà, il y a la question évidemment de la patrimonialité de ces œuvres et de leur conservation qui se pose, même s'il y a forcément ces difficultés-là qui vont se poser, on n'aura pas tout perdu, loin de là. Je pense qu'on ne cesse de capitaliser sur les expériences précédentes, y compris sur certains échecs aussi d'ailleurs. Et je suis sûr, d'ailleurs, je pense que chaque œuvre qui est faite, de toute façon, pérenne, ça ne sera pas pérenne parce que les formats vont tellement évoluer que je pense que tout ce qu'on fait, on le jette à la poubelle malheureusement dans 3 ans. Mais ce qui est bien, c'est qu'on progresse. Et il y a un truc, on va parler justement un peu de la narration après, il y a un truc qui a été fait dans le sens que je sais que beaucoup de producteurs voulaient tester, mais tester, ça prend du temps et de l'argent et qu'ils ont testé pour nous. Et maintenant, on sait que ça marche. C'est passé de la troisième personne au POV échangé. C'est-à-dire à des moments, on est à côté du personnage et on rentre dans sa vue et on en ressort. C'est une question que beaucoup de gens se posaient dans la réalité virtuelle et grâce à ça, on a notre réponse. Et c'est comme si on profitait chaque fois du travail de l'autre pour avancer et avancer un peu tous ensemble. Donc parfois, sans même le savoir, on fait avancer les autres et c'est quelque chose qui est super parce que... Mais là, typiquement, ça bouleverse complètement la grammaire du jeu vidéo, même sans parler de VR, ce jeu de point de vue. Et tout d'un coup, on ose. Il y a eu là une audace. Comme je fais plus que de la VR, je suis tellement braqué VR. Mais t'as raison, ça parle aussi pour le reste.
Exactement, ça c'est parle pour le y reste. compris pour des jeux vidéo classiques. Donc justement, on va parler un petit peu de storytelling, après on parle de distribution, et après des évolutions. Il nous reste un peu de temps. Oh, faut aller vite, 15 minutes. Mais je suis sûr que vous allez aller vite. 5, 5, 5. Mais magnifique. 3 fois 5 minutes. Non, non, pas de souci. Donc il y a des nouveaux, voilà, c'est quoi ces nouveaux challenges aujourd'hui? Il y en a de partout, on pourra en parler des heures, parce que c'est que des nouveaux challenges. Presque tout ce qu'on fait est un nouveau challenge en ce moment. On défriche, on tatouille. Un truc important, c'est le storytelling. Voilà, tout le monde sait que c'est très important le storytelling. J'en ai parlé rapidement pour ceux qui étaient au workshop. Désolé, ça va faire un peu radote, mais donc il y a quelque chose de très important, c'est la place du réalisateur. Moi, j'entends beaucoup plus en pub qu'en fiction, parce que je travaille pas avec des personnes plus ouvertes en fiction, que le réalisateur n'a plus sa place dans une narration en réalité virtuelle, dans la mesure où il n'y a plus de découpage. On me dit, mais il pose sa caméra, puis les acteurs jouent. Mais je dis, mais non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, si je vous plonge dans une ferme en réalité virtuelle, qu'il y a une histoire qui se passe, mais que vous pouvez regarder n'importe où et que vous ne suivez pas l'histoire, vous n'allez pas comprendre le film et passer à côté de cette histoire. Donc un des gros challenges aujourd'hui pour le réalisateur, pour le scénariste et pour toute cette équipe qui va écrire ensemble en amont, parce que c'est un... À l'époque, il y avait quand même cette tyrannie du scénariste-réalisateur qui travaillait entre eux, puis une fois que c'était prêt, ils soumettaient aux autres. Maintenant, aujourd'hui, c'est des groupes d'écriture beaucoup plus vastes, parce que le travail du réalisateur, c'est de driver votre regard. Donc on ne pourra jamais être sûr à 100% qui réussit bien son travail. Il y a toujours des gens, moi quand je vois dans des salles de cinéma, des gens regarder mes films, des salles de cinéma où chacun a son casque, ils ne sont pas tous en train de regarder là où ils devraient regarder. Mais grosso modo, le réalisateur sur ce coup-là a très bien fait son travail, parce que c'est une grosse majorité qui regarde là où il veut regarder. Et donc maintenant, au lieu de découper et de dire là je vais placer un gros plan, là je vais placer un plan moyen, un plan large pour faire comprendre l'action, cette fois il va tout devoir découper dans son plan séquence. Donc voilà, aujourd'hui il y a plusieurs choses qui lui permettent de le faire. Je vais passer rapidement, surtout que c'est que quelques exemples, il faut que le réalisateur en trouve des nouveaux. Il y a bien sûr le son 3D. Le son 3D, ça va énormément aider le réalisateur à driver le regard du spectateur. Si jamais j'ai une porte qui claque derrière, il y a de fortes chances que je me retourne pour voir qui est-ce qui vient de rentrer dans la pièce. Le son 3D, c'est une bonne chose, c'est une chose très importante qui permet au réalisateur de faire ce travail. Il faut quand même se dire que beaucoup de players, beaucoup de gens vont voir un film sans le son 3D. Donc le réalisateur ne peut pas uniquement se baser là-dessus, sinon ce serait presque facile, voilà, il se mettrait un son spatialisé parfait. Malheureusement, il ne peut pas se baser que là-dessus. Donc il y a plein d'autres choses qui vont pousser un réalisateur à driver votre regard. Je vais donner un petit exemple, un exemple qu'on n'a pas utilisé pour iPhilip pour le précédent film, on n'y avait tout simplement pas pensé, et qui est ce qu'on fait pour le prochain film. On a fait venir cette fois pour un peu, c'est pas coacher, ça, disons coacher le réalisateur, un chorégraphe et un metteur en scène de théâtre. C'est des gens qui ont plus une notion de l'espace, et là on parle beaucoup d'espace, c'est un peu, on parle de l'hybridation entre le cinéma et le jeu vidéo, mais c'est aussi une hybridation avec la chorégraphie et le théâtre, et ces gens-là vont permettre au réalisateur d'affiner un peu son travail. Par exemple, si vous me regardez moi dans un truc en réalité virtuelle et qu'après il faut regarder Pauline, le chorégraphe va donner des petits mouvements corporels de mains ou de choses comme ça qui font que sans même le savoir, vous allez suivre un petit peu du regard, vous allez me garder dans le champ mais me décentrer un petit peu, et quand Pauline va se mettre à parler, vous serez déjà dans cet axe d'aller la suivre et vous louperez moins de choses dans l'action. Donc ça c'est juste quelques exemples, d'où le fait que c'est New Director Challenge, c'est à lui de les trouver maintenant. Mais en tout cas voilà, maintenant le travail du réalisateur en réalité virtuelle, il est là, c'est vous transmettre des émotions, raconter une histoire, parfois même faire passer un message. Et pour ça, sa nouvelle façon de le faire, c'est diriger le regard dans cette sphère, là où lui veut vous diriger le regard. Vous êtes d'accord? Isaac, yes. 2 fois. Tant mieux, sinon, merde. Alors, un autre truc, on va aller vite, donc je vais juste parler de ce deuxième point, qui est très important en réalité virtuelle. Beaucoup de gens se lancent dans la réalité virtuelle et on voit leur premier réflexe, c'est en mettre partout. Mais des gens là, des trucs là, des gens là, et ça devient un peu la foire aux yeux, et du coup, ça devient encore plus dur de driver votre regard. Donc, le storytelling en VR, ça ne veut pas dire en mettre à 360 degrés. En effet, on appelle ça vidéo 360, moi j'appelle ça plus cinématique reality, dans la mesure où ce qui est très fort en réalité virtuelle, c'est la notion de présence et d'immersion que vous allez ressentir quand vous êtes dans une scène en réalité virtuelle. Ça s'explique chimiquement, ça s'explique scientifiquement, ça ne touche pas les mêmes zones du cerveau, ça touche les couches basses du cerveau, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, et ça vous permet par exemple de redonner, je donne toujours cet exemple mais c'est le plus fort pour moi, de recréer le vertige, ce que ne peut pas faire un film classique. Voilà, l'expérience Walk the Line, avec ce mec qui marche entre les 2 tours. Moi j'ai vu le film classique, alors que j'ai le vertige, j'ai pas eu le vertige du tout pendant le film, j'ai fait l'expérience de réalité virtuelle, j'ai dû tenir la main d'un ami pour faire l'expérience, alors que je savais très bien que j'étais sur le sol. Donc, à partir du moment où ça vous procure ces nouvelles sources d'émotions, il faut écrire en ayant conscience de ça. Et donc, pour moi, un des nouveaux défis, c'est non pas comment écrire sphériquement à 360 degrés, mais c'est comment réussir à écrire une histoire
qui vous transmet ses émotions et qui vous les transmet d'une bonne façon. D'où le fait que je mets présence et immersion versus 360. Non pas qu'il faille faire un film à 180, hein, mais c'est pour dire le 360 pour moi va être moins important dans la narration et dans la façon d'écrire un film que penser à cette notion de présence, penser à cette notion d'immersion. Par exemple, cette notion de présence, on est tous partis les premières années sur des films en POV, où on est moi le premier avec Philippe, et c'est pour ça que j'étais content que Sens ne fasse pas ça, que d'autres ne le fassent pas, où maintenant on voit qu'on peut aller plus loin et que cette notion de présence peut quand même être forte, même en étant un point de vue omniscient dans un film. Donc ça va être moi le prochain film que je fais justement, on l'avait écrit en POV, et maintenant on a beaucoup travaillé, maintenant il n'y a plus que 20% du film en POV, qui se justifie parce que telle scène faut être en POV et tout, et on voit que ça marche, donc on a pris une petite caméra un peu pourrie, on a fait des tests avec des potes qui sont même pas des comédiens, hein, et on a fait les tests, on a pris la caméra à leur place, on est sorti, on a fait plein de trucs, puis on a regardé, puis on a vu nous-mêmes que ça marchait. Donc voilà, ces nouveaux défis, je pense que la meilleure façon d'essayer de voir si c'est des défis durs ou pas, solvables ou pas, c'est d'essayer vous-même et de voir un peu ce qui va marcher ou pas. Voilà, ça c'est quelques petites bribes sur les nouveaux défis dans le storytelling. Maintenant, quelque chose qui est pour moi très important, je pense pour tout le monde très important, parce que c'est nouveau la VR, mais pas si nouveau que ça. Si vous allez taper sur Internet conférences sur le storytelling, conférences sur les caméras VR, vous en trouverez beaucoup. Par contre, aujourd'hui, parler de la distribution, vous en trouverez beaucoup moins des conférences là-dessus, et ça devient problématique au sens problème à résoudre, hein, pas problématique au sens grave. Et donc, peut-être tu peux dire quelques mots sur la distribution, puis on fait un ping-pong. En fait, la question de la distribution, c'est... Enfin, elle reflète à la fois des aspects de la distribution classique de programmes audiovisuels, et puis là, elle s'amplifie avec l'aspect, le monde de l'application et le monde des intermédiaires en fait, du numérique. Donc, la question, c'est de savoir comment on arrive à distribuer nos programmes aux différents publics, au large public, tout en faisant en sorte que les émetteurs, enfin nous en tant que diffuseurs, et après les producteurs ont un autre point de vue et le CNC sûrement légèrement différent, tout en faisant en sorte que l'émetteur, donc le diffuseur, soit visible. On sache que c'est le diffuseur qui a permis que ce projet soit diffusé justement avec le producteur et le CNC évidemment. Donc du coup il y a une logique d'accessibilité que nous on a essayé à laquelle on a essayé de répondre en proposant une application dans laquelle on regroupe l'ensemble de nos expériences de vidéo à 360 degrés qui s'appelle Arte 360, donc une application dans laquelle vous pouvez tout retrouver. Donc déjà c'est une façon de rendre lisible l'offre, de rendre cette application accessible sur iOS, sur Android, sur Samsung Gear, etc. Après le deuxième aspect c'est l'accessibilité des projets numériques de VR, mais d'ailleurs ça touche tous les projets numériques, dans un monde des intermédiaires, donc dans un monde où je regarde des programmes de la RTS sur Facebook, ou que je regarde des programmes de Netflix sur je ne sais quel support, etc. Et du coup, dans une logique, nous, de service public d'hyper-distribution, on ne monétise pas nos programmes avec de la publicité, donc le fait de passer par d'autres players vidéo que le nôtre n'est pas gênant. On est dans une logique de distribution très très large de nos programmes. Donc, quand on pense à un programme de réalité virtuelle, on essaie de faire en sorte qu'il soit accessible le plus largement possible. Et là se pose la question de la technique, puisque si on veut adresser tel ou tel casque, il va falloir compléter les développements techniques, etc. Donc, la distribution peut être freinée par les questions techniques, évidemment par les logiques de marketing, puisque distribuer un programme de réalité virtuelle nous place en fait dans des logiques marketing assez nouvelles pour nous, à la fois de savoir quelles actions marketing mettre en place pour un public qui n'est pas forcément présent massivement, de forte dépendance vis-à-vis des stores. Alors là, c'est plus que flagrant. Quand on est mis en avant, donc featuré par un store, on est téléchargé. Quand on n'est pas mis en avant, ça sert presque à rien de mettre le programme en ligne ou sur le store, on n'est pas du tout téléchargé. Donc il y a un vrai levier de la part des stores. Et aujourd'hui, en termes de distribution, une sorte d'opportunité pour des projets, en tout cas que nous, on essaie de développer à Arte, et je pense pour des projets européens, innovants, avec un regard d'auteur assez fort et différent de ce que peuvent proposer des productions américaines, c'est qu'il n'y a pas énormément, tant que ça, de projets aujourd'hui. Il va y en avoir de plus en plus, mais aujourd'hui, on a un créneau qui, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, se réduit, mais on a un créneau pour rendre visibles nos projets auprès de publics qui n'auraient jamais entendu parler ni d'Okyo, ni d'Arte, notamment aux États-Unis ou même en Asie,
parce que ce n'est pas des marques qu'ils côtoient au quotidien. Et là, grâce à cette mise en avant sur ces stores et parce qu'on a des projets de qualité, on peut accéder à des publics différents. Donc la distribution, elle pose vraiment des questions techniques, évidemment, de capacité marketing à mettre en avant nos projets et puis aussi d'être présent dans un monde des intermédiaires où les stores, Oculus en l'occurrence ou d'autres, maîtrisent vraiment l'utilisateur final, quoi. Je voudrais juste dire, parce que c'est vraiment une conviction qu'on partage, que, y compris si on regarde le jeu vidéo, le monde des applications, là où il y a une offre extrêmement abondante, d'une part, il y a effectivement absolument besoin de prescription, donc vraiment pousser un label, quoi, une marque distributeur forte qui doit encore s'affirmer, ça me semble indispensable. Et par ailleurs, y compris dans la logique d'audience qui est aussi la nôtre, je dis toujours que la mission de service public permet de s'affranchir des lois du marché, mais absolument pas de l'audience. On a pour mission commune, conjointe, de s'adresser quand même au plus grand nombre. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a absolument pas d'incompatibilité avec d'autres modèles économiques qui peuvent d'ailleurs se développer. Et je pense vraiment que dans le champ de la création interactive au sens large, j'inclus le jeu vidéo, la création interactive d'auteurs, c'est-à-dire que nous, on arrive avec notre singularité européenne et notre foi en l'auteur quand même, qu'on veut toujours mettre en avant le ou les auteurs, mais qu'on veut toujours mettre en avant dans des projets qui ne sont pas la réplique de choses existantes dans des logiques qui sont purement marketing, mais qui au contraire visent toujours une originalité, qu'il y a un public pour ça, qu'il y a vraiment un public aussi pour rechercher, encore une fois, des contenus qui ne sont pas normés. Et dans le jeu vidéo et aujourd'hui dans la réalité virtuelle, on voit se reproduire ces logiques de normes en fait d'une certaine manière. Donc on a, il me semble, beaucoup d'atouts pour pouvoir émerger de tout ça. Je vais le faire ultra vite parce je pense que c'est plus intéressant après, c'est sur quoi tu veux conclure et la AMR et tout. Juste en 2 mots là-dessus, il faut se dire, nous on opte pour ça et tous les producteurs sont d'accord avec ça, sinon ils seront fauchés dans un an. Il faut faire comprendre que on raconte des histoires avec un nouveau médium, mais qu'on raconte des histoires et c'est tout. Ça reste des films, ça reste des jeux, ça reste des nouvelles expériences entre les deux, mais ça reste une expression artistique, la vision artistique d'un artiste. Et pour ça, il faut que ça rentre dans des logiques de financement classiques. C'est pour ça que je suis très content d'avoir eu Arte et le CNC. J'aurais eu le même argent, exactement la même somme d'autres gens, ça n'aurait pas du tout eu le même impact pour moi. Parce que ça aurait ancré le truc, si j'avais été financé par l'école 42 de Xavier Niel, j'aurais été très content, j'aurais fait mon film, mais ça n'aurait pas eu le même impact. Ça aurait été un truc de geek financé par les geeks. Et le fait de financer un truc un peu de geek par une chaîne de télé, une institution publique, c'est très important pour un producteur. Ça nous fait entrer dans la cour des grands, entre guillemets. En tout cas, celle de ceux qui font de l'audiovisuel. Donc voilà, c'était rapide, on pourrait en parler. Bon, pour le dire vite, il y a beaucoup d'acteurs qui commencent. Il y a des chaînes européennes, il y a des chaînes américaines. Il y a les plateformes de marques qui, elles aussi, commencent à acheter du contenu. Donc maintenant, les sources sont là. Il faut aller les chercher. Il ne faut pas être timide. Je veux dire, beaucoup de chaînes de télé vont s'y mettre. Même des chaînes de télé qui ne peuvent pas diffuser vont avoir l'attrait de commencer à vouloir y aller petit à petit pour prendre des codiffusions. Et c'est peut-être de diffuser sur YouTube, voir comment ça réagit. Donc n'hésitez pas à y aller. Je pense que les gens sont tous prêts à y aller. Ils attendent les bons projets. Bon, ça je le dis, du coup, on en parle en 2 secondes. Oui, non. Très rapidement sur l'exploitation, nous on s'est simplement interrogé sur est-ce que l'activité d'exploitation de contenu en réalité virtuelle pourrait se développer à un avenir. On débat beaucoup là-dessus, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a toujours la question de savoir si la VR peut avoir aussi une dimension collective ou bien est-ce que c'est une dimension purement individuelle. On voit que beaucoup de choses bougent et que dans le secteur des exploitants, qu'en tout cas, même s'il n'y a absolument pas de modèle qui s'impose, qu'aujourd'hui rien n'est figé, tout le monde cherche ce que l'on peut faire avec de la VR physique, j'allais dire, c'est-à-dire proposer dans des salles. Il y a des expériences qui ont été faites comme Pick Up VR Cinéma ou une autre société qui s'appelle Vroom, VR Room, où on peut se retrouver dans une même pièce et à la fois voir des films dans des Samsung Gear en étant plusieurs assis dans des fauteuils pivotants ou avoir accès à des expériences plus interactives, un peu comme dans une salle d'arcade sur du HTC par exemple. Il y a la question aussi du cinéma totalement immersif avec effectivement une projection dans des dômes ou le partenariat que IMAX a fait avec le casque Star VR par exemple, qui du coup va un petit peu dans cette continuité-là.
il y a la question globalement de la R&D en fait appliquée à la salle de spectacle cinématographique. Et bien qu'on ne sache pas aujourd'hui si vraiment ce sont des activités qui sont viables, moi je pense que ça ferait figure quand même pas mal ce vers quoi le cinéma va se développer, c'est-à-dire des expériences qui sont de plus en plus spectaculaires et de toute façon de plus en plus immersives. Voilà pour le dire juste. On n'est pas d'accord entre nous là-dessus, hein. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, personne ne peut savoir, enfin grosso modo on a une vision plus commune, mais on n'est pas d'accord tous sur l'utilité qu'a telle salle ou tel type de salle, on débattait encore tout à l'heure, donc c'est intéressant de voir ce qui va se passer dans les années qui viennent là-dessus. Ça c'est ta slide, c'est la slide mystère. La slide mystère, en 30 secondes, en fait la question, Exactement. L'enjeu en fait, parce que je pose la question parce qu'on n'a pas encore la réponse, c'est de savoir comment les programmes de réalité virtuelle sont reçus par le public. Il y a deux visions qu'on peut opposer de façon caricaturale, mais ça permet d'avoir un débat, c'est de se dire, parce que je regarde un programme en réalité virtuelle, je suis plus immergé, donc j'ai plus d'empathie vis-à-vis du programme ou du sujet que j'ai vu, et donc la réalité virtuelle a un impact plus fort sur moi. Et la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'un bon documentaire classique ou une bonne fiction classique ne peut pas avoir cet impact aussi. Et cette notion d'empathie et d'impact a pour conséquence que des institutions comme l'ONU développent énormément de projets en réalité virtuelle en se disant que ça peut avoir plus d'impact sur des sujets très sensibles, évidemment, autour de problèmes étatiques ou de problèmes de faim dans certains pays, de misère dans certains pays. Donc la réception du public, c'est un sujet d'étude important avec cette notion clé de l'impact. Et le jour où on arrivera à clairement le mesurer, on pourra se dire que la VR a justement plus d'impact que d'autres médias. Des études en cours sur justement savoir si voir un programme de réalité virtuelle me permet d'avoir plus d'empathie pour un sujet et donc de donner un peu plus peut-être pour une œuvre de charité. Ou, voilà. Ça, c'est des études en ce moment dans des centres d'études sociologiques ou autres qui sont faites. En gros, il ne faut pas croire que parce que c'est de la VR, on aura forcément plus d'empathie. C'est ça qu'on se dit. Il faut être patient. La force de l'histoire existe, quel que soit le média finalement. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Nous, en France, on finit tout un peu en retard, quoi, donc on ne comprend pas. Mais nous, Juste 2 mots sur l'HoloLens, s'il vous plaît. Très rapidement, c'est vrai qu'il y a après encore une soirée. Ok, ah oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai soif. Rapide. Ok, juste en 2 mots, il y a plein de choses qui vont évoluer. Aujourd'hui, on fait des choses où on a commencé les années passées, on avait des points de vue fixes, on tournait la tête. Après est apparu ces fameux 6 degrés de liberté, où maintenant je regarde un film, je peux un peu bouger la tête dedans. Maintenant, HTC arrive et Oculus Rift l'a annoncé avec ce qu'on appelle des room scale. Maintenant, je mets 2 capteurs et je peux me déplacer dans une histoire. Donc on n'arrête pas d'évoluer. Donc d'ailleurs, le relief d'abord, les 6 degrés de liberté, la room scale. Bientôt, il y a des caméras qui sortent qui vont permettre de scanner le décor en même temps qu'on le filme. Donc c'est-à-dire que je pourrais regarder même derrière vous et refaire vraiment ce parallaxe en ayant filmé d'un seul point de vue. Donc tous ces outils arrivent. Tout ça, c'est des nouveaux challenges, c'est des choses super intéressantes sur lesquelles il faut travailler et sur lesquelles il faut se pencher dès maintenant. C'est-à-dire aujourd'hui, en tant que producteur de contenu, en tant que scénariste, en tant que réalisateur, il ne faut pas lancer un projet en se disant « il n'évoluera pas ». Vous lancez des projets, ça va vous prendre 2 ans, 3 ans de faire des projets. Il faut garder la souplesse de se dire qu'en fonction de ce que vous allez découvrir, pour raconter la même histoire avec les mêmes émotions, des nouveaux outils vont s'offrir à vous et que peut-être, pas forcément, il ne faut pas les prendre parce que c'est nouveau, il faut les prendre si ça correspond, peut-être que ces outils peuvent être intéressants pour votre histoire. Donc, je vais aller directement à la dernière phrase parce que comme ça on clôture. Moi j'ai testé il y a quelques jours, j'étais aux États-Unis donc j'ai pu l'acheter parce qu'il faut avoir une adresse aux États-Unis pour l'acheter. Ma sœur habite là-bas donc je me suis démerdé. C'est l'HoloLens. L'HoloLens c'est ce masque de réalité augmentée sorti par Microsoft. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Donc moi j'avais déjà testé des petits trucs et tout qui ne m'avaient pas convaincu. Ma vraie question, moi, mon métier c'est raconter des histoires, c'est est-ce qu'on peut raconter une histoire en réalité augmentée? Et donc l'HoloLens est livré avec un espèce de jeu. Vous scannez votre pièce, il reconnaît toute la pièce et tout d'un coup, un enfant se fait tuer dans votre salon, il tombe à terre, il tombe sur votre sol, des rats sont autour de vous sur votre sol, la pluie tombe sur la table que vous avez scannée et donc cette personne, je ne sais pas qui a fait le jeu d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne, c'est Microsoft je pense en interne, a réussi à me donner la chair de poule et à me procurer une émotion en réalité augmentée. Donc ce casque-là va aussi faire casque de réalité virtuelle, donc c'est juste pour dire... On est au tout début de tout ça. On est au tout début de ces nouveaux types de réalités, de ces façons de raconter des histoires. Et il faut choisir les meilleurs médiums, les meilleurs outils pour raconter votre histoire. Et on n'est pas prêt de s'arrêter parce que je pense qu'avec Magic Leap, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir parce que j'ai plus le temps d'en parler. Magic Leap qui sera la prochaine étape, c'est un truc extraordinaire. Allez voir leur démo sur Internet, vous allez halluciner. Donc on est dans une époque où
ces nouvelles réalités, on va pouvoir les explorer. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on y va, mais on sait qu'on veut y aller. Donc voilà ce qui se passe quand on réunit des passionnés, c'est qu'on manque de temps, parce qu'il y a bien des choses à découvrir, on pourrait encore en parler, je propose qu'on en parle aussi tout à l'heure. Si vous voulez la conclusion de Pauline, elle est là. Voilà, vous restez là, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur ce plateau et on peut les applaudir. Merci beaucoup.